deuxième essai de Filiponi, vous avez devant vous une image qui date de 1697 et qui est un petit format, très petit format, puisque le tableau fait 20 par 17, et qui est un tableau qui a été fait donc, en 1697 par un peintre flamand qui s'appelle Adriaan Corte. Adriaan Corte est né en 1665 et il est mort en 1707. Adriaan Corte est un peintre fascinant, qui est un peintre qui a passé sa vie à faire des très petites toiles, toujours de la même manière, c'est-à-dire il y a toujours ce rebord de pierre sur lequel sont posés quelquefois des fruits, quelquefois une botte d'asperges, quelquefois un bol de fraises ou quelquefois un bol de fraises des bois. C'est ce qu'on appelle la nature morte intimiste. La nature morte intimiste, on est à la fin du XVIIe siècle. Elle s'oppose à une nature morte qui est celle qui est antérieure et qui est une nature morte beaucoup plus spectaculaire. Ouais. C2ORTE. Et donc, au début du XVIIe siècle, on est sur une nature morte qui est beaucoup plus spectaculaire, où on présente en fait la puissance du commanditaire. Donc on présente des aliments qui sont des aliments chers, on présente des objets, des grands verres, des orfèvreries, etc. Là, on est donc qui sont des peintures qui sont le signe de la première grande expansion du capitalisme en Europe et de la richesse évidemment des marchands. Là, on est sur une nature morte qui est beaucoup plus intimiste, qui est un travail presque un travail monacal. Et qui est un travail centré sur l'idéalisation de l'objet. Donc évidemment, il y a un processus là aussi métaphysique, mais idéalisation de l'objet qui va passer par la rigueur du travail. C'est-à-dire qu'Adriaan Corte met énormément de temps pour produire des tout petits formats. Ça prend un temps infini. Et donc ce temps infini, c'est le temps de l'image. C'est-à-dire qu'avoir un Adriaan Corte chez soi, ou d'autres peintres, mais un type d'Adriaan Corte, c'est évidemment avoir quelque chose qui dit la relation à ce que nous n'entendons pas dans le français nature morte, mais ce qu'il faut entendre dans le still life, c'est-à-dire un vivant qui a été arrêté. D'accord ? Un vivant qui a été rendu immobile et qui est maintenu dans l'idéalisation de son immobilité, mais en tant que vivant. Là, il s'agit d'une botte d'asperges qui est absolument fascinante. Elle est conservée au Rijksmuseum à Amsterdam. Elle est absolument fascinante dans la transparence de la peau, dans les couleurs, dans la manière avec laquelle ont été coupés les pieds. Si vous regardez en détail, vous voyez la manière avec laquelle le pied de l'asperge a commencé à sécher, parce que probablement que ça a été cueilli le matin, mais la manière avec laquelle la botte a été liée avec le chanvre, tout est absolument extraordinaire. Et là, évidemment, ce qui est fascinant, et vous allez comprendre pourquoi, ce qui est fascinant, c'est que ce tableau dit quelque chose du vivant, ok ? Mais ce tableau dit aussi quelque chose d'assez exceptionnel sur cette relation entre cet objet que les latins appelaient un fascinus, c'est-à-dire des objets qui ont été cerclés, qui ont été tenus par un fagot, par une botte, et puis cette petite asperge toute seule, écrasée par cette botte, qui aurait soit échappé à la botte, soit alors, et vous verrez pourquoi je vous dis ça ultérieurement, soit alors qui aurait été offerte par le marchand ou la marchande de primeur en cadeau, puisque la botte a été achetée, et que la marchande aurait offert, ou le marchand aurait offert une asperge en plus. Donc ça, c'est le premier objet. Je vais vous présenter un deuxième objet. Je suis historiquement incapable de vous certifier que le deuxième objet a pu connaître le premier. Je ne peux pas vous le certifier. Ce n'est donc qu'une hypothèse que je vais essayer de vous construire avec ça, et je vais essayer de construire une hypothèse autour de ça. Deuxième objet, que vous connaissez sans doute, qui est un tableau beaucoup plus grand, qui est un tableau qui fait 46 cm par 55 cm, et qui est une toile qui est conservée au Wallrafmuseum de Cologne, et qui est un tableau qui est signé par Édouard Manet. D'accord ? C'est un tableau qui date de 1880. Alors, Édouard Manet, évidemment, je vais m'arrêter très longuement sur cette œuvre, parce que c'est cette œuvre qui m'intéresse. Édouard Manet, qu'est-ce qu'on peut dire d'Édouard Manet ? Manet m'intéresse fondamentalement ici pour un problème d'une relation à la modernité. Okay ? On est à la fin du 19e, et Manet, à mon sens, va produire et va devenir célèbre pour trois relations à l'image, et trois relations modernes à la construction de l'image. La première, c'est une question du genre. Okay ? Ce qui intéresse Manet, de la même manière que ça pouvait intéresser Adriaan Corte, c'est la description matérielle du vivant. Manet est fasciné par ça. C'est-à-dire que faire une image,
c'est décrire la matérialité du vivant. C'est pas juste décrire le vivant, c'est décrire sa matérialité. La deuxième chose qui fascine Manet, ou qui va définir le style de Manet, c'est un rapport à l'histoire, c'est-à-dire un rapport à la citation et un rapport à la référence. Il y en a de multiples. Alors, mon hypothèse, par exemple, ici, c'est qu'il s'agit probablement d'une référence au still life ou aux natures mortes antérieures, et probablement, peut-être, à celle d'Adrian Corteux. Je ne peux pas le prouver, j'ai aucun texte qui le prouve, mais il y a cette possibilité que ça puisse y avoir une relation entre les deux, entre ces 200 ans qui les séparent. Et la troisième chose, c'est qu'il y a quelque chose chez Manet qui définit le style de Manet, qui est la question avec laquelle Manet est un peintre du détail. C'est-à-dire que pour Manet, la teneur de l'image est dans le détail. C'est dans le détail que quelque chose advient. Vous regardez les peintures de Manet, essayez de comprendre comment ça se fait, et c'est dans le détail. Donc c'est la touche qui va générer ce détail. Évidemment, la touche qui structure la peinture, qui structure les carnations de l'asperge, etc., des feuilles, etc., de l'élément qui va sarcler la botte, etc. Bon. Ça, c'est ce tableau. C'est donc Manet qui le fait. Ce tableau date de 1880. Manet, il naît en 1832 et il meurt en 1883. On est plutôt donc vers la fin de la vie de peintre de Manet. Et ce tableau, qui est donc un grand tableau, un tableau moyen, pardon, ce tableau a été commandé par un des plus riches collectionneurs de la seconde moitié du XIXe siècle, qui s'appelle Charles Ephrussi. Charles Ephrussi était issu d'une richissime famille de banquiers et de commerçants d'Odessa. Et la famille de Charles Ephrussi et Charles Ephrussi lui-même était le plus gros exportateur et le premier exportateur de céréales au monde à la fin du XIXe siècle. Charles Ephrussi est donc à la tête d'une fortune colossale, absolument colossale. C'est donc un héritier au sens propre. Et Charles Ephrussi commande beaucoup, il commande énormément d'œuvres, et il commande cette œuvre. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc que ce n'est pas un choix de Manet. Ce n'est pas Manet qui se dit « tiens, je vais peindre des asperges ». Non, c'est une commande de Charles Ephrussi qui demande à Manet de peindre des asperges. Et il y a un contrat qui est signé entre les deux, ça on le sait, hein, on a tous les documents. Il y a un contrat qui est signé entre les deux, et le contrat porte la valeur de la commande à 800 francs. Manet fait le tableau, Manet fait livrer le tableau à Charles Ephrussi, Manet reçoit l'argent de Charles Ephrussi, et Charles Ephrussi lui donne 1000 francs. Ce qui équivaut à peu près aujourd'hui, si on fait une conversion complexe, à peu près à un peu plus de 4000 balles. 4000 euros. Donc, Manet reçoit plus que le tableau, d'accord ? Le tableau avait été commandé à 800, il est payé à 1000 francs. Et Manet, coup de génie absolument de Manet, Manet va renvoyer à Charles Ephrussi, il va lui renvoyer ceci. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai insisté sur la petite asperge qui traînait sous la botte de Corteux. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien, je ne peux pas savoir. En tout cas, c'est comme si Manet avait à la fois divisé le tableau de Corteux, et Manet répond par un tableau qui fait quasiment la même taille que le tableau de Corteux. Ce tableau fait 17 par 22 cm. Il est conservé au musée d'Orsay, à Paris. Et Manet renvoie ce petit tableau, emballé dans du papier, avec un petit mot. Et sur le petit mot, il écrit « Il en manquait une à votre botte ». Extraordinaire. C'est-à-dire que le geste est fascinant. Pourquoi il est fascinant ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les deux objets, ces deux images, dans leur relation, deviennent un objet conceptuel. C'est-à-dire que pour comprendre le tableau, il faut comprendre l'autre tableau, etc. Et je vais vous indiquer d'autres choses. L'autre chose, pourquoi ça devient un objet conceptuel ? Parce qu'en fait, ce que fait Manet, l'intelligence de Manet, c'est de trouver une manière de rédimer la dimension marchande du tableau. C'est-à-dire, je fais un tableau, je suis payé pour le tableau. Okay ? Et je suis payé plus. Il aurait pu garder la thune et s'arrêter là. Sauf qu'il va renvoyer un objet, et que cet objet va procéder par une structure du don, et comme structure du don, il va racheter en partie le tableau précédent. Alors pourquoi ? Regardez la différence entre les deux. Manet fait un premier tableau qui est un moyen format. Manet, comme Adrian Corteux, est donc quelqu'un qui reçoit une commande, qui est payé pour ça. Adrian Corteux n'a fait que recevoir des commandes toute sa vie. Et donc, il y a quelque chose d'une relation. Le paiement se fait encore, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué sur la question de l'œuvre, mais le paiement se fait encore à ce moment-là
sur une relation évidemment à la question d'une équivalence ou d'une évaluation temps technique argent. Okay, ce pourquoi le tableau avait été estimé à 800 francs à l'époque et que ça supposait qu'effectivement Manet y passe un certain temps dans le travail. Manet renvoie une pièce qui n'a strictement rien à voir avec la première, puisque la pièce suivante est probablement faite dans un temps record. Manet n'a pas dû passer plus de 10-12 minutes ou 15 minutes à peindre ce tableau. C'est un tableau qui va très vite. C'est un bord de marbre d'une table qui est fait avec quelques aplats. Regardez la différence entre la signature. C'est-à-dire que la première, son nom est écrit en entier. Là, c'est un gribouillis. Et l'asperge, elle est faite d'une manière extraordinairement rapide. C'est-à-dire que le renvoi de Manet est un objet qui ne peut pas donc être évalué, puisqu'il n'est pas évalué à la même hauteur que l'autre, et que comme objet qui n'est pas évalué, en fait, il est obligé d'être accepté comme un don. Parce que ce qui importe à l'intérieur de ça, c'est évidemment le geste, et c'est plus l'évaluation du temps comme valeur. Et donc, ça devient évidemment une œuvre conceptuelle pour deux raisons. C'est-à-dire que les asperges de Manet ne peuvent se lire que si j'ai les deux tableaux. Et par ailleurs, la différence technique des deux tableaux font que je suis obligé de refonder une histoire de l'image dans la différence technique des deux tableaux, et que depuis cette différence technique des deux tableaux, je suis obligé de les appréhender comme un dispositif conceptuel. C'est que c'est depuis cette différence technique que je comprends, évidemment, la transfiguration de la valeur marchande. Il y en a un tableau qui reste une valeur marchande parce que c'est un bien d'échange, et il y en a un autre qui devient autre chose, et que cette autre chose, c'est un geste, c'est une disjonction du rapport temps par rapport à l'œuvre, puisque c'est plus la même chose, et que je suis obligé de le prendre comme un dispositif conceptuel. C'est-à-dire qu'à partir de ça, la lecture des deux œuvres va entretenir une relation qui est une relation beaucoup plus complexe, puisque je ne peux pas les lire de la même manière. Alors, ce qui est dramatique aujourd'hui, ce qui est bien dommage, mais c'est que les deux œuvres sont séparées dans deux endroits différents et qu'on n'arrive jamais à les voir en même temps. Il faudrait à un moment arriver à les voir de manière conjointe pour arriver à comprendre effectivement que dans le hiatus technique se pose effectivement une révolution conceptuelle sur la question de l'image. Quand on arrive à comprendre ça, évidemment, on comprend qu'il y a quelque chose qui est fascinant. Donc ça, c'était la troisième image. D'accord ? C'est cette asperge, qui est un objet totalement, absolument fascinant. Peut-être que vous y êtes déjà allé la voir. Il faut retourner à Orsay pour voir cette asperge, comprendre comment cet objet fonctionne. Et voilà, cette chose qui manquait à votre époque, là, ce manquement, et c'est ce manquement qui fait l'image. C'est cette absence qui fait l'image et qui va se structurer la chose. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va être obligé de passer à autre chose, à un autre objet qui me fascine encore bien plus. Donc là, on est en 1880. On va se déplacer un siècle plus tard et on va se déplacer dans la ville de Cologne en Allemagne et on va se déplacer en 1974. Et en 1974, on va arriver à cette œuvre. Œuvre extraordinaire, magistrale. Une œuvre qui a été réalisée par l'artiste allemand conceptuel Hans Hacke. Hacke, c'est H2ACKE, qui a été réalisée donc en 1974. Hans Hacke est né en 1936. En 1974, les musées de Cologne, mais surtout le Wallraf Museum, fête ses 150 ans. Okay, et donc, ils organisent une sorte d'énorme exposition dans laquelle ils invitent un nombre assez incalculable d'artistes contemporains, dont les deux grands artistes qu'ils vont inviter, qui sont des jeunes artistes à l'époque, mais c'est Daniel Buren et Hans Hacke. Vous allez voir pourquoi, je vous en parler après. Et les invités, donc chacun va faire des projets, etc. Et le projet de Hans Hacke, c'est de s'intéresser à une toile qui vient d'être acquise par le musée, enfin qui vient d'être acquise par un don par le musée, qui est rentrée dans les collections du musée en 1968. Et cette toile, c'est celle que vous voyez évidemment sur ici, puisque c'est une photographie de la toile. Ben évidemment, c'est précisément la botte d'asperge. La botte d'asperge a été acquise pour le musée, enfin a été acquise et donnée en 1968 au Wallraf Museum. Alors, tout le problème vient de l'acquisition. L'acquisition a été réalisée grâce aux bons soins et aux aides d'un monsieur qui s'appelle Hermann Josef Abs, ABS. Hermann Josef Abs était à cette époque le directeur du board des Amis du musée de Cologne et précisément du Wallraf Museum. Lui-même était banquier et financier, richissime, et c'est par son entremise qu'il a acheté le tableau et que le tableau a été donné par le board des Amis du musée au Wallraf Museum. Okay. Hans Hacke fait un projet et Hans Hacke réalise une photographie de la botte d'asperge que vous voyez donc ici à droite
Et de l'autre côté, là, vous n'en voyez que 5, mais il y en a 10. Il y avait 10 panneaux. Chaque panneau fait 83 par 94 cm. Et chaque panneau présente en haut une petite photo et le texte qui suit, qui est la biographie du propriétaire. Et il y a 10 panneaux. Le tableau a été dans les mains de 10 propriétaires successifs. Donc la première fiche, c'était évidemment Charles Efrussi, et la deuxième, c'était Hermann Jacob Joseph Abs. Et le problème, gros problème majeur, c'est que dans les recherches que Hans Sacke fait, Hans Sacke découvre quelque chose qu'il va écrire dans la dernière bibliographie que vous avez sur le truc, qui est que M. Hermann Joseph Abs a été un conseiller économique extraordinairement présent pendant la période du nazisme, mais que surtout, il a été élu à la présidence de la Deutsche Bank entre 1938 et 1945. Donc, la pièce de Hans Sacke, à partir de l'achat d'une pauvre petite botte d'asperges réalisée par Manet, en fait, devient une pièce politique qui va être une pure explosion. Hans Sacke réussit à installer, pas en catimini, mais il réussit à installer les pièces en urgence au moment de l'exposition. Le musée, les institutionnels du musée, les directions du musée découvrent le bordel, crise absolue, urgence absolue, et là, le musée décide, 1 heure ou 30 minutes avant l'ouverture du vernissage, donc ça c'est la fiche de Abs. Donc merde, j'ai pas l'image. Je suis désolé, pourquoi j'ai pas l'image? Pourquoi je vous l'ai pas mise? Ah bah je l'ai pas. Bon, tant pis. Il décide donc de... Ah mais non, c'est parce qu'on a pas, je suis idiot. Le musée décide donc de de coller des papiers sur tous les panneaux de Hans Sacke. C'est-à-dire de censurer la pièce de Hans Sacke. Quelques minutes avant le vernissage, les portes du musée ouvrent, les gens rentrent, découvrent la pièce de Hans Sacke qui a été donc censurée, mais en même temps que le public entre, Hans Sacke avait prévu le coup avec Daniel Buren, ils avaient fait des photographies des pièces qu'ils avaient photocopiées, et performativement devant le public, Buren et Hans Sacke vont coller sur les pièces de Buren les photocopies des photos que Hans Sacke a fait de sa pièce. Le musée, dans un acte de tragédie complète et d'horreur absolument complète, va organiser un truc, c'est-à-dire qu'ils vont venir coller à l'arrache des feuilles de papier machine sur les propres feuilles que Hans Sacke et Buren venaient de coller, qu'ils ont passé leur temps à redécoller et à recoller pour que le public, pendant que le vernissage, ait accès à la pièce. Et c'est une pièce évidemment extraordinaire. Et donc il y a toutes sortes de commentaires. Ils ont rajouté des commentaires à la main, d'expliquer pourquoi, et à la fois l'engagement de Abs dans le nazisme, et à la fois les conditions de la pièce, etc. Donc toutes les images que je vous montre appartiennent aux collections de Daniel Buren. Et elles font partie de ses archives. Et vous voyez derrière les fameuses bandes de 8,7 cm de Daniel Buren, que vous voyez ici, qui était la pièce qu'il avait exposée. Et donc évidemment, ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que vous avez 400 ans d'histoire dans la représentation. On part d'une nature morte intimiste qui dit quelque chose d'un espace politique pour aller vers un objet qui va être lui encore beaucoup plus politique, puisque du coup ça devient un espace de dénonciation d'une structure politique et d'une structure institutionnelle. Et la dernière chose, c'est évidemment qui est un geste absolument merveilleux, c'est-à-dire que l'œuvre d'autrui peut devenir le support d'une autre dénonciation, d'une autre monstration. Vous avez des couches et des couches et des couches de monstration d'œuvres qui se feuillettent les unes sur les autres et qui vont constituer, à mon sens, une des histoires les plus remarquables et les plus incroyables de ce qu'on peut faire avec une image et de ce qu'on peut faire avec la combinatoire des images. On est passé d'une histoire d'une nature morte à une autre nature morte dans un autre style de commande, à une autre petite nature morte qui vient déjouer de manière conceptuelle un rapport à la commande, et on passe à une structure de dénonciation depuis le transfert de cette nature morte dans une collection qui va donner un autre objet conceptuel qui est la pièce de Hans Sacke. Voilà pour le deuxième et l'objet de Hans Sacke.